Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rubrique Et je serai guéri. Aujourd'hui, nous parlerons du cancer du sein et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Jour du Seigneur, Dr Monique Tin. Dr Monique, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous laisse vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Dr Ismaël, merci pour l'invitation. Alors je m'appelle Dr Ndaou Monique Tin, épouse Ndiolène, je suis gynécologue et obstétricienne. Alors, Dr Monique, comment peut-on définir le cancer du sein? Le cancer du sein se définit par une prolifération anormale, anarchique de cellules qui sont dans le sein, c'est-à-dire les cellules mammaires. D'accord, donc il y a une multiplication des cellules anormales au niveau du sein. Alors, quels sont les symptômes du cancer du sein? Bon, on va plutôt parler de circonstances de découverte. Donc, elles peuvent être faites de façon fortuite, c'est-à-dire lors d'une autopalpation de la patiente, lors des examens de dépistage, c'est-à-dire lors des campagnes telles que Octobre Rose, telles qu'une mammographie. La plupart du temps, ça peut être aussi des signes cliniques que la patiente peut présenter, notamment un écoulement mammaire, un nodule, une douleur au niveau du sein. Ça peut aussi être une modification de la peau du sein. Donc c'est en quelque sorte les signes qu'on peut avoir qui nous font évoquer un cancer du sein. Comment diagnostiquer un cancer du sein? Donc le diagnostic est surtout clinique, c'est-à-dire lors d'une consultation. Donc le médecin va examiner les seins et il y a plusieurs méthodes d'examen. La plupart du temps, la patiente elle est dévêtue, elle est en position debout, les bras en haut du corps. Ça, c'est la première étape. Ensuite, elle est assise, un peu courbée vers l'avant, et ensuite, elle est couchée. Et lors de l'examen, le médecin va palper les différentes zones du sein. Il faut savoir qu'au niveau du sein, il y a 4 cadrans donc, qu'il va palper successivement. Et à l'issue de cette palpation, il sera orienté pour pouvoir faire des examens complémentaires, notamment la mammographie, qui peut être couplée avec l'échographie mammaire, dépendamment de l'âge de la femme, du fait qu'elle est allaitée ou pas. Donc il faut savoir que la plupart du temps, la mammographie est proposée aux femmes qui ont allaité. Et l'échographie est proposée aux patientes qui n'ont jamais allaité ou aux patientes qui sont jeunes, du fait de la densité mammaire. Donc après la mammographie, on a la cytoponction, qui est un examen d'orientation. Il faut savoir que cette cytoponction n'a de valeur que positive. Après la cytoponction, on a l'examen anatomopathologique. Donc il faut savoir que c'est le seul examen qui permet de faire le diagnostic d'un cancer. Donc il se fait soit par biopsie mammaire, soit par l'étude d'une pièce opératoire. La biopsie, c'est lorsqu'on prend un prélèvement du tissu mammaire qu'on envoie au laboratoire pour rechercher les cellules anormales. Alors, le cancer du sein existe-t-il chez l'homme? Oui, le cancer du sein existe chez l'homme. C'est un cancer qui est très rare et qui est de très mauvais pronostic. Donc, les hommes peuvent donc eux aussi être concernés par le cancer du sein, même si la proportion est plus faible. Alors, docteur Monique, quelles sont les causes ou plutôt les facteurs de risque impliqués dans la survenue du cancer du sein? Il y a plusieurs facteurs de risque impliqués, notamment les facteurs de risque hormonaux, que sont entre autres la puberté précoce, la ménopause tardive après 55 ans, la primiparité tardive, c'est-à-dire l'âge de la première grossesse après 35 ans. On a les pilules oestroprogestatives à longue durée. On a également le traitement hormonal substitutif pour les femmes qui sont en ménopause. On a l'obésité. On a un facteur incriminé qui est beaucoup incriminé, c'est l'alimentation qui est trop riche en lipides, c'est-à-dire en graisse. On a d'autres facteurs de risque tels que, on va dire l'hérédité, c'est-à-dire si on a un antécédent de cancer du sein familial dans la famille, ou si on a une maman, une sœur ou une fille qui a développé un cancer du sein, on a plus de chances je ne vais pas dire chance, plus de risque de développer un cancer du sein. Le fait d'avoir un antécédent familial de cancer du sein est un facteur de risque. Mais il peut cependant arriver également des situations où aucun facteur de risque ne peut être identifié. Effectivement. Parce que avant, le cancer du sein était un cancer de la femme âgée. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des femmes, des jeunes femmes de 20 ans, de 18 ans, qui développent un cancer du sein.
Après, maintenant, il y a les facteurs environnementaux comme la pollution, les irradiations. Et on sait qu'on est dans les airs de tout ce qui est pollution, tout ce qui est irradiation. Donc, on est bien parti pour avoir des cancers chez des femmes de plus en plus jeunes. Donc toutes les femmes sont donc à risque. Vous l'aviez dit tout à l'heure, au niveau des facteurs de risque, l'influence de l'alimentation dans la survenue du cancer du sein. Est-il vrai que l'alimentation trop grasse ou trop sucrée favorise le cancer du sein? Donc, concernant l'alimentation trop grasse est incriminée dans les cancers du sein. Par contre, par rapport à l'alimentation sucrée, on n'a pas de données sur ça. Mais bon, toujours est-il que vaut mieux prévenir que guérir. On sait tous que le sucre peut entraîner d'autres maladies. Il ne s'agit pas donc de se soumettre à un régime drastique, mais la modération s'impose. Y a-t-il un âge où la femme est plus exposée au cancer du sein? Les études révèlent que l'âge moyen tourne autour de 55 ans. Après, c'est entre 45 et 75 ans. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, de plus en plus, les femmes font les cancers du sein très jeunes. Alors, quels sont les différents moyens thérapeutiques dont on dispose dans la prise en charge du cancer du sein? Alors, il faut savoir que c'est une prise en charge qui doit être multidisciplinaire, c'est-à-dire qui met en compte le chirurgien, qui peut être un gynécologue, qui peut être un cancérologue ou un chirurgien viscéraliste général, le radiothérapeute, le chimiothérapeute, l'anatomopathologiste. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Donc, dans un premier temps, on a le traitement loco-régional de la tumeur, c'est-à-dire la chirurgie. Donc, qui peut être une tumorectomie, c'est-à-dire on va au sein de la tumeur, on extrait la tumeur avec des berges saines. Ou une mammectomie, c'est-à-dire une mastectomie, où on enlève carrément le sein. À côté de ces méthodes que sont la chirurgie et la radiothérapie, nous avons la chimiothérapie pour les métastases ou pour certains cancers qui sont évolués. On a aussi une autre méthode qu'on appelle l'hormonothérapie. Ça, c'est pour les cancers qui sont hormonodépendants et hormonosensibles. Les métastases, c'est l'extension de la tumeur du cancer du sein au niveau d'autres organes. Donc, la prise en charge se conçoit dans un cadre pluridisciplinaire qui implique plusieurs spécialistes pour décider du traitement adapté à chaque patiente. C'est bien ça. Alors, quels sont les principaux effets secondaires de la chimiothérapie? Les effets secondaires sont entre autres une anémie, une fatigue intense, des vomissements, la chute des cheveux également. Donc, ces effets secondaires diffèrent d'une patiente à une autre en fonction de leur sensibilité. Le traitement par chimiothérapie est-il systématique? Pas forcément. Il n'est pas forcément systématique. Tout va dépendre en fait de la taille de la tumeur, du stade, du grade. Compte tenu de l'impact psychologique de cette prise en charge, est-ce que vous recommandez à vos patients une psychothérapie de soutien? Je pense que pour tout cancer, il faut une psychothérapie de soutien. On n'est pas tellement à jour par rapport à ça en Afrique, mais on devrait aller de plus en plus à la psychothérapie. Tout patient atteint de cancer a besoin d'une psychothérapie. Alors, peut-on guérir du cancer du sein, Dr Monique? On ne va pas parler de guérison, c'est plutôt une rémission. Oui, on a des cas de rémission du cancer, naturellement avec une surveillance. Et ces cas de rémission surviennent dans quelles circonstances? La plupart du temps, c'est pour des cancers qui ne sont pas très avancés, sans métastase, des cancers de petite taille, sans atteinte ganglionnaire. Après le traitement du cancer du sein, est-ce utile de se surveiller régulièrement? Effectivement. Il faut effectivement une surveillance. Cette surveillance, elle va dépendre du grade du cancer. Donc, pour les cancers à risque élevé, la surveillance va se faire tous les 4 mois, pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant 3 ans, et enfin tous les ans. Si c'est un cancer à risque moins élevé, la surveillance elle est surtout clinique et mammographique. On sera amené de temps en temps à faire des examens biologiques, notamment doser certains marqueurs. On aimerait bien oublier sa maladie, mais pourtant, un suivi attentif est une garantie de sécurité. Alors, quelles sont les précautions à prendre après un cancer du sein? Alors, on dispose de moyens de prévention tels que l'autopalpation, que la plupart des médecins, des gynécologues, des cancérologues enseignent aux patientes ou montrent aux patientes. On a également le dépistage de masse. Il faudrait aussi avoir une alimentation le plus saine possible, c'est-à-dire éviter les graisses, tout ce qui est graisse, tout ce qui est huile, tout ce qui est huileux.
en même temps diminuer le sucre, même s'il n'est pas incriminé. Hein. Éviter donc également la sédentarité, c'est-à-dire faire de l'activité physique de façon régulière. Effectivement. Donc régulière, c'est 3 fois par semaine. C'est dans le cadre de la prévention du cancer du sein que le concept Octobre Rose a été initié. Il s'agit d'une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser le grand public sur l'importance du cancer du sein à travers de nombreuses actions ou manifestations ouvertes à tous. La Ligue sénégalaise contre le cancer ne reste pas en marge de cet événement. Notre équipe a rencontré la présidente Dr Fatma Guenoun qui nous dresse le bilan de leur réalisation. La Ligue sénégalaise contre le cancer a été créée en 1989. Le prétexte de cette création, c'était l'obtention d'un don de l'appareil de cobaltothérapie, le premier appareil en Afrique de l'Ouest. Et la Ligue a connu une longue période de léthargie de 1985 à 2009 où elle a été relancée. Et depuis qu'elle a été relancée par la grâce de Dieu, nous continuons nos activités. Et Octobre Rose a été initié par la Ligue sénégalaise contre le cancer en 2010 pour sensibiliser sur le cancer du sein, essayer de lever le tabou pour ne plus voir des malades arriver au niveau des hôpitaux à des stades très avancés. Vous savez que les malades arrivés à des stades finaux où nous ne pouvons les accompagner que vers la mort. Et donc, parce qu'il y avait la peur de ce cancer, il fallait sensibiliser, parler aux populations, faire des caravanes de sensibilisation à Dakar et dans les régions. Et ensuite, nous avons initié la subvention de la mammographie. Cette mammographie, elle est entre 40 000 et 60 000 dans le privé. Et nous avons nos premiers partenaires, c'était les radiologues privés, et jusqu'à présent d'ailleurs. Et nous sommes allés les rencontrer pour leur dire qu'il faudrait que les femmes sénégalaises puissent se dépister par cette mammographie dès 40 ans. Et ils nous ont réduit le coût à 30 000. Nous sommes revenus aux réunions de bureau et nous sommes dit que 30 000 c'était trop élevé pour une femme. Et donc c'est à la Ligue d'aller chercher la moitié, et toute femme qui désire se faire dépister par cette mammographie subventionnée paiera 15 000 francs et la Ligue cherchera un partenaire pour subventionner le reste. C'est ainsi que nous avons commencé, initié cette campagne, mais on s'est rendu compte que malgré cette subvention, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas se payer cette mammographie à 15 000 francs. C'est pour ça que nous avons initié les consultations dès 2013, les consultations de scénologie. En 2014, nous avons commencé à consulter à Dakar au niveau du siège et au niveau du stade de l'amitié. C'est grâce aux cancérologues, aux oncologues et aux spécialistes, aux DS en spécialisation que nous pouvons organiser ces grandes journées de dépistage. Pour cette campagne Octobre Rose 2021, plus de 8000 femmes ont été examinées, environ 8500 femmes ont été examinées pour le sein et plus de 2000 pour le col. Et nous avons distribué 2000 mammographies subventionnées et plus de 400 bons gratuits ont été distribués chez des femmes. Et nous avons sillonné 7 villes et nous avons formé 210 sages-femmes, recyclé 210 sages-femmes. C'est important pour qu'elles puissent continuer à faire le dépistage au niveau de leur district. Depuis 2010, nous avons pris en charge plus de 1800 malades et entre 2020 et 2021, nous avons pris en charge 737 malades. Nous avons mis en banlieue, dans un hôpital de niveau 1, un appareil de mammographie numérique grâce à l'appui de l'ambassade du Japon. Et on l'a mis au niveau de l'hôpital Roi Baudouin
pour que les femmes puissent en bénéficier toute l'année. Ce que nous avons réalisé aussi bien pour les femmes et que pour les femmes atteintes du cancer du sein et d'autres cancers, nous avons construit une grande salle de chimiothérapie au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec au service de l'Institut Joliot-Curie. Et grâce à nos partenaires, nous avons pu mettre des fauteuils-lits pour la chimiothérapie qui dure entre 3 et 4 heures. Nous avons mis la climatisation entièrement climatisée et il y a des télés pour leur permettre de regarder la télé pendant leur séance. Ce que nous avons fait ensuite pour les malades du cancer, nous avons rénové toute l'hospitalisation que nous avons remis à neuf grâce aux pharmaciens du Sénégal qui sont des partenaires de la Ligue sénégalaise contre le cancer, et nous avons vraiment rénové l'hospitalisation, les toilettes et tout. Nous avons changé les lits, nous avons mis des matelas, nous avons acheté des draps, des alaises, tout ça pour que les malades soient à l'aise pendant leur hospitalisation. Et nous avons pris 2 femmes de ménage que nous payons, une femme de ménage pour la salle de chimiothérapie et une femme de ménage pour l'hospitalisation, pour que nous surveillions l'hygiène de l'hospitalisation et de cette salle-là. Nous avons fait beaucoup de plaidoyers. C'est grâce à nos plaidoyers, je pense que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a répondu à tous nos plaidoyers, à savoir à la réduction de la chimiothérapie déjà en 2015, où c'était réduit jusqu'à 60%. En 2019, la gratuité de la chimiothérapie des cancers gynécologiques, avec une réduction de 60% pour les autres cancers. Là, avec cette pause-là, le 30 octobre 2021, il a posé la première pierre pour la construction du nouveau centre d'oncologie nationale, avec la promesse vraiment de rendre gratuit le traitement de tous les cancers. Là, d'ici janvier 2022, tous les intrants pour la chimiothérapie des cancers gynécologiques seront aussi gratuits. Maintenant, il y a un objectif d'ouvrir des unités dans tous les hôpitaux régionaux. Je pense qu'avec le temps, ça se fera. Partout où on sera au Sénégal, les Sénégalais vont pouvoir être traités de leur cancer. Et aussi, ce qui me réjouit le plus, c'est à côté de ce nouveau centre d'oncologie nationale, il y aura la construction d'une maison de vie qui va prendre en charge les malades qui n'ont pas où habiter durant leur traitement. Nous remercions la Ligue sénégalaise contre le cancer pour leur promptitude et leur engagement dans la lutte contre les cancers, en particulier le cancer du sein. Docteur Monique, pourquoi est-il important de se faire dépister? Il est important de se faire dépister tôt parce qu'on a beaucoup plus de probabilité de découvrir un cancer à un stade qui n'est pas tardif. Donc beaucoup plus de choix de traitement et beaucoup plus de chances de rémission. Donc plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Un dépistage précoce peut vous sauver la vie. Alors, en quoi consiste le dépistage? Alors, le dépistage, c'est sommairement d'abord l'autopalpation par la patiente. Ensuite, c'est l'examen clinique, comme on a décrit tout à l'heure. Donc, c'est l'examen que le médecin va faire, soit le gynécologue, le cancérologue et même le généraliste. Et puis, c'est après la mammographie, couplée à l'échographie ou l'échographie seule, dépendamment de l'âge de la patiente. À quelle fréquence doit-on effectuer l'autopalpation mammaire et comment s'y prendre? L'autopalpation, elle se fait chaque mois, de préférence juste après les règles. Parce que c'est le moment du cycle où le sein est le moins dense. Donc où on a le plus de probabilité de trouver une masse qui ne fait pas partie du sein. Comme sur l'image, le sein est divisé en 4 cadrans. Donc l'autopalpation se fait de façon circulaire de 1 à 4. Avec la pulpe des 4 doigts, que sont l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, de façon à écraser le sein. Donc il faut répéter ce processus 2 fois. Il faudra également palper le creux axillaire, c'est-à-dire au niveau de l'aisselle.
Et après ça, il faut répéter le processus au niveau du sein contralatéral. Docteur Monique, que faire si on détecte une anomalie au niveau du sein? Lorsqu'on détecte une anomalie, il faut aller consulter le plus tôt possible. Un médecin, un gynécologue, un sénologue, un cancérologue, c'est à vous de voir. Mais il faut consulter. Une grossesse du sein est-elle toujours cancéreuse? Non, pas forcément. Il peut s'agir d'un kyste, il peut s'agir d'un abcès du sein. Toujours est-il que pour en savoir plus, il faut consulter. Toute grosseur n'est pas synonyme de cancer. Néanmoins, n'hésitez pas à consulter un médecin en cas d'anomalie sur votre sein. Octobre Rose a pris fin, mais pas le combat, puisque c'est un combat de tous les mois. À toutes celles qui souffrent de cette affection, nous leur témoignons tout notre soutien. Docteur Monique, merci pour votre disponibilité. Quel est votre mot de fin? Merci beaucoup, Dr Ismaël. À nos chères dames, n'ayez pas peur. N'hésitez pas à pratiquer l'autopalpation et n'hésitez surtout pas à consulter à la moindre anomalie ou au moindre signe inhabituel. Le dépistage est l'élément clé dans cette lutte contre le cancer du sein. Il passe par une autopalpation mammaire tous les mois et une mammographie tous les 2 ans à partir de 40 ans. Fidèles téléspectateurs, avant de fermer cette édition, nous allons suivre le récit d'une sœur en Christ, âgée de 30 ans, qui a accepté de témoigner dans l'anonymat. Du diagnostic au traitement, en passant par ses émotions et sa foi, elle nous raconte son combat contre le cancer du sein. En février 2017, après plusieurs tests et des prélèvements envoyés au laboratoire, le médecin m'annonça que j'avais le cancer du sein. Sur le moment, je ne réalisais même pas ce qui m'arrivait et je n'avais pas pris conscience de la gravité de la chose. Mais quand je suis allée chez moi, là j'ai pris conscience que c'était tellement grave et que je pouvais même en mourir. Alors là, j'ai pris ma confiance à deux mains. J'ai prié le Seigneur et il m'a donné le courage d'aller faire d'autres tests pour voir si le cancer n'avait pas touché d'autres organes. Et par sa grâce, tous les autres organes n'avaient rien. Alors j'ai commencé le traitement, à savoir la chimiothérapie, l'opération, la radiothérapie. C'était vraiment dur, car la chimiothérapie comportait des effets secondaires, à savoir le noircissement de ma peau. Je perdais mes cheveux aussi et j'avais perdu l'appétit. C'était tellement dur à supporter. Mais je me suis accrochée au Seigneur et j'ai renforcé davantage ma foi et ma confiance en lui. Et par sa grâce, j'ai pu faire le traitement et j'avais aussi le soutien de ma famille et celle de mon époux. Ils étaient vraiment là pour moi et je me sentais en confiance. J'avais retrouvé aussi goût à la vie. Alors j'ai continué ce traitement et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, les médecins disent que je suis guérie. J'ai retrouvé toute mon énergie. Et la leçon que j'en ai tirée est que même dans les épreuves, nous devons faire confiance à Dieu et remettre tout entre ses mains. Parce que s'il nous éprouve, c'est parce qu'il connaît nos limites et qu'il sera là pour nous si nous avons confiance en lui. Aujourd'hui, je rends vraiment grâce à Dieu parce que j'ai mis ma confiance en lui et je n'étais pas dessus. J'ai senti sa consolation, j'ai senti sa présence dans mon cœur. Je leur rends vraiment grâce. Je ne sais rien de mon avenir, mais aujourd'hui, plus que jamais, je sais que Jésus le sait et qu'il sera toujours là pour moi. Car où que je sois, sa main puissante et sûre est sur moi. Aujourd'hui, j'ai seulement une question à me poser. C'est que comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Chers frères et sœurs en Christ, notre unique force, c'est le Seigneur. Au cœur de nos épreuves et de nos inquiétudes, le Seigneur est là. Il est présent au cœur de nos vies. Il est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, à tous ceux et celles qui souffrent. Le Christ vient habiter tout ce que la vie nous donne à subir.
L'avant-dernier mot peut être à la douleur, mais le dernier mot est à la joie, car le Christ vient prendre sur lui, avec nous, tout ce qui nous affecte. Prions la Vierge Marie, afin qu'elle nous aide à travers les événements heureux et tristes de ce monde, à tenir fermement l'espérance de l'éternité et du royaume de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos intervenants. Merci à toute l'équipe d'Oficom. Bon dimanche et à bientôt pour le prochain numéro de votre rubrique Et je serai guéri.